le brouillard londonien de novembre s'enroulait autour des réverbères de Grosvenor Square, tandis que les fiacres déposaient les invités du banquet annuel de la Société philanthropique de Westminster. Sous les lustres étincelants de l'hôtel Claridge, Sherlock Holmes observait la scène avec ce regard perçant qui ne le quittait jamais. À ses côtés, le docteur Watson ajustait nerveusement son nœud papillon. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez accepté cette invitation, Holmes, » murmura Watson. « Vous détestez ces rassemblements. » Un sourire énigmatique traversa les lèvres de Holmes. « Mon cher Watson, même dans les salons les plus feutrés, se cachent parfois les mystères les plus fascinants. » Autour d'eux, les conversations bourdonnaient jusqu'à ce qu'un nom attirât l'attention de Holmes comme un aimant. « Madame Ashford a prédit la mort du vieux Carmichael, » disait une voix féminine. « Au jour près, ma chère. C'est absolument extraordinaire. » Holmes se tourna vers un petit groupe où Lord Pemberton, homme d'affaires respecté, discutait avec animation. « Des coïncidences !» s'exclama une dame corpulente. « Lord Pemberton, vous êtes bien placé pour savoir qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences. » Holmes s'approcha avec assurance. « Pardonnez mon intrusion. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre mention d'une certaine Madame Ashford. » Lord Pemberton le reconnut immédiatement. « Monsieur Holmes, peut-être pourrez-vous éclairer cette affaire extraordinaire. Suivez-moi dans un endroit plus discret. » Une fois installé dans un salon adjacent, Lord Pemberton commença son récit, la voix grave. « Il y a 3 ans, j'ai consulté cette femme par pure curiosité, suite à un pari au club. Elle tenait salon à Marylebone. Dès mon entrée, sans que je lui ai fourni la moindre information, elle m'a fixé intensément et a déclaré « Vous mourrez le 15 octobre 1896, Lord Pemberton, d'une défaillance cardiaque dans votre sommeil. » Il marqua une pause, le visage blême. « Mon associé, Gerald Whitmore, qui m'accompagnait ce jour-là, est décédé exactement à la date qu'elle lui avait annoncée, le 3 juin dernier. Crise cardiaque foudroyante, comme elle l'avait prédit. Et ce n'est pas un cas isolé, Holmes. » Watson laissa échapper un hoquet de surprise. Holmes, lui, demeurait impassible, mais ses yeux gris brillaient d'une intensité nouvelle. « Fascinant, » murmura-t-il finalement. « Absolument fascinant. » Le lendemain matin, un brouillard épais enveloppait les rues de Marylebone, lorsqu'un gentleman aux cheveux grisonnants et à la démarche légèrement voûtée se présenta devant le numéro 17 de Welbeck Street, accompagné d'un homme plus jeune, portant des lunettes cerclées d'or. Nul n'aurait reconnu en eux Sherlock Holmes et le docteur Watson, tant le déguisement était habilement conçu. La demeure de Madame Ashford était une élégante maison georgienne de 3 étages, sa façade de briques rouges sobre, mais bien entretenue. Une plaque de cuivre discrète annonçait « Madame E. Ashford, consultation sur rendez-vous. » Holmes actionna la sonnette. Une domestique d'âge mûr les introduisit dans un salon d'attente tendu de velours pourpre. Holmes nota immédiatement chaque détail. Les boiseries d'acajou sculptées, les lourds rideaux qui tamisaient la lumière du jour, l'absence totale de miroir. Sur une table basse trônaient plusieurs revues scientifiques, aux côtés de publications spirites.
Un parfum étrange flottait dans l'air, mélange de santal et d'une essence que Holmes ne parvenait pas à identifier. « Monsieur Harrington ?» La voix était douce, mais ferme. Madame Éléonore Ashford venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. C'était une femme d'une 50aine d'années, au port altier et au visage encore harmonieux, malgré les rides qui marquaient son front. Ses cheveux noirs striés de gris étaient rassemblés en un chignon strict. Elle portait une robe de soie grise d'une élégance austère. « C'est exact, madame, » répondit Holmes d'une voix cassée qu'il avait empruntée pour l'occasion. « Mon neveu m'accompagne. » Les yeux noirs de madame Ashford se posèrent sur lui avec une intensité troublante. Holmes sentit ce regard le parcourir comme un scalpel chirurgical. « Entrez, je vous prie. Votre neveu peut attendre ici. » Le cabinet de consultation était une pièce circulaire aux murs tapissés de livres anciens. Au centre, une table ronde recouverte d'un tissu brodé de symboles ésotériques. Holmes remarqua, alignés sur une étagère, des carnets à la reliure de cuir identiques, numérotés avec une précision méticuleuse. Madame Ashford l'invita à s'asseoir et prit place en face de lui. Ses mains, Holmes le nota, tremblaient légèrement, tandis qu'elle les posait à plat sur la table. Une nervosité masquée derrière un masque de sérénité professionnelle. « Donnez-moi vos mains, monsieur Harrington. » Ses doigts effleurèrent ceux de Holmes. Elle ferma les yeux, resta silencieuse pendant près d'une minute, puis les rouvrit brusquement. « Vous mourrez dans exactement 18 mois, déclara-t-elle sans préambule, sa voix devenue étrangement monocorde. Le 8 avril 1898. Une hémorragie cérébrale. Vous ne souffrirez pas. » Holmes observa son visage. Aucune trace de satisfaction, aucun plaisir morbide. Seulement une tristesse profonde, presque résignée, qui semblait authentique. De retour à Baker Street, Holmes se débarrassa de son déguisement avec des gestes méthodiques, tandis que Watson préparait du thé. Le détective s'installa dans son fauteuil préféré, les doigts joints sous le menton, plongé dans une profonde réflexion. Watson, cette femme est soit une charlatane d'un talent exceptionnel, soit nous sommes confrontés à quelque chose de véritablement extraordinaire. Vous ne croyez tout de même pas à ces pouvoirs surnaturels, Holmes? Je ne crois qu'aux faits, mon cher ami. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin, des faits vérifiables. Il se leva brusquement et se dirigea vers son bureau encombré. Nous allons recenser tous les cas documentés de prédiction de Madame Ashford. Durant les 3 jours suivants, Baker Street se transforma en véritable quartier général d'investigation. Holmes envoya des télégrammes à ses informateurs, consulta les archives de journaux et parvint même à obtenir, par l'intermédiaire de l'inspecteur Lestrade, l'accès à certains dossiers de Scotland Yard concernant des décès survenus dans des circonstances ordinaires. Le 4e jour, Holmes étala sur la table du salon une série de documents méticuleusement organisés. Watson s'approcha, sa tasse de café fumante à la main. « Voici ce que j'ai découvert », annonça Holmes, le regard brillant d'excitation intellectuelle. 7 décès confirmés sur les 3 dernières années, tous ayant consulté Madame Ashford au préalable. Il pointa du doigt une feuille couverte de sa calligraphie précise. Première victime, Gerald Whitmore,
l'associé de Lord Pemberton. Décédé le 3 juin 1896 d'une crise cardiaque foudroyante, âgé de 52 ans. Prédiction faite 3 ans auparavant, jour pour jour. Deuxième victime, Lady Margaret Carmichael. Décédée le 22 janvier 1886 d'un accident vasculaire cérébral. 68 ans. Prédiction réalisée 2 ans et 4 mois avant le décès. Troisième victime, le révérend Thomas Blackwell. Décédé le 15 août 1895 d'une défaillance hépatique. 57 ans. Prédiction faite 18 mois auparavant. Holmes continua son énumération. Sir Edmund Hartley, mort d'une embolie pulmonaire. Madame Abigail Thornton, insuffisance rénale. Le colonel Reginald Ashworth, arrêt cardiaque. Et enfin, Monsieur Charles Pembroke, hémorragie cérébrale. Chaque décès correspondait exactement à la date et à la cause annoncée par la voyante. « Remarquable », murmura Watson. Mais Scotland Yard n'a jamais enquêté. Lestrade m'a confirmé qu'aucun de ces décès n'a éveillé le moindre soupçon. Tous présentaient des antécédents médicaux cohérents avec leur cause de mort. Les autopsies, quand elles ont été pratiquées, n'ont révélé aucune anomalie suspecte. Des morts naturelles, Watson. Absolument naturelles. Holmes se mit à arpenter la pièce, les mains dans le dos. Ce qui rend cette affaire fascinante, c'est précisément l'absence de crime apparent. Et pourtant, la probabilité statistique que cette prédiction se réalise avec une telle précision relève de l'impossible. Watson examina la liste. Y a-t-il des points communs entre ces personnes? C'est exactement la question que je me pose. Holmes saisit une autre feuille. Ils appartenaient tous à la haute société londonienne. Tous aisés financièrement. Âge varié, entre 45 et 68 ans. Pas de lien familial évident. Pas de cercle social commun identifiable. Cependant, il marqua une pause théâtrale. J'ai découvert qu'ils ont tous consulté le même médecin dans l'année précédant leur visite chez Madame Ashford. Les jours suivants virent Holmes et Watson sillonner Londres, rendant visite aux familles endeuillées. Dans les salons feutrés de Belgravia et de Kensington, derrière des tasses de thé et des regards embués de chagrin, un nom revenait avec une régularité troublante. Le docteur Blackwood? Oui, bien sûr, confirma Lady Whitmore, la veuve de l'associé de Lord Pemberton. Gerald l'avait consulté en février 1893 pour des palpitations. Un médecin remarquable, spécialisé dans les affections cardiaques complexes. Il possède un cabinet près de Harley Street. Dans le presbytère sombre, où la veuve du révérend Blackwell vivait désormais recluse, la même confirmation fut apportée. Le docteur Cornelius Blackwood avait diagnostiqué chez mon époux un début de cirrhose. Thomas buvait peu pourtant. Le docteur avait été formel, c'était héréditaire. De retour à Baker Street, Holmes consulta fébrilement le registre médical de Londres. Docteur Cornelius Blackwood, diplômé d'Édimbourg en 1868, spécialiste reconnu des maladies rares et des pathologies dégénératives. Cabinet au 19 Wimpole Street. Réputation irréprochable. Watson fronça les sourcils. Vous pensez qu'il serait complice de cette voyante? Réfléchissez, Watson. Un médecin compétent
peut diagnostiquer des affections à évolution lente, parfois mortelles. Il connaît les statistiques, les délais moyens de progression. S'il transmettait ces informations à Madame Ashford, elle pourrait prédire avec une précision redoutable le moment approximatif du décès. Mais pourquoi un médecin respecté s'abaisserait-il à une telle supercherie? Holmes alluma sa pipe, les yeux plissés. L'argent, mon cher ami, toujours l'argent. Imaginez des patients fortunés, terrifiés par la prédiction de la voyante, prêts à débourser des fortunes pour des consultations médicales répétées, des traitements coûteux, de faux espoirs. Un arrangement lucratif pour deux complices habiles. Le lendemain, déguisé en gentleman souffrant de migraine chronique, Holmes se rendit au cabinet du docteur Blackwood. L'homme qui le reçut était grand, distingué, la quarantaine élégante. Ses mains étaient fermes, son regard pénétrant mais bienveillant. Il examina Holmes avec une minutie professionnelle. « Vos symptômes sont préoccupants, monsieur Harris, » déclara-t-il finalement. « Je recommande des examens complémentaires. » Holmes observait chaque détail. Les diplômes encadrés, les ouvrages médicaux récents, l'ordre impeccable du cabinet. Rien qui trahisse une quelconque malhonnêteté. En sortant, Holmes croisa dans l'antichambre une femme voilée qui attendait son tour. Quelque chose dans sa démarche lui sembla familier. Était-ce une patiente de Madame Ashford? Le mystère s'épaississait, et Holmes sentait qu'il n'avait encore effleuré que la surface d'une conspiration bien plus complexe. Durant 5 nuits consécutives, une silhouette sombre se tenait tapie dans l'ombre de Wimpole Street, observant le cabinet du docteur Blackwood. Holmes, emmitouflé dans un long manteau noir, avait organisé une surveillance méthodique. Watson le relayant certaines heures pour lui permettre de se reposer. La 3e nuit, vers 11 heures, alors que les dernières lumières du cabinet s'éteignaient, Holmes aperçut une silhouette furtive se glisser vers la porte de service. Un homme de petite taille, au pas rapide et nerveux, portant un paquet sous le bras. Il frappa 3 coups brefs. La porte s'entr'ouvrit. Blackwood apparut brièvement, prit le paquet et referma sans un mot. « Voilà qui est intéressant », murmura Holmes à Watson, qui venait de le rejoindre. « Suivons ce messager. » L'homme remonta vers Oxford Street, puis bifurqua vers l'est, s'enfonçant dans les ruelles de plus en plus sombres et misérables. Holmes et Watson le filaient à distance respectable, profitant des zones d'ombre. Le brouillard nocturne, habituellement gênant, devenait leur allié. Après une demi-heure de marche, ils atteignirent Whitechapel. Le messager s'arrêta devant une pharmacie délabrée, à l'angle de Commercial Road. Une enseigne écaillée annonçait « Akran, pharmacien ». Il entra par une porte latérale. Holmes nota l'adresse et attendit que l'homme ressorte, les mains vides cette fois. Dès qu'il fut hors de vue, les 2 compagnons s'approchèrent de l'établissement. À travers la vitrine poussiéreuse, ils aperçurent des étagères encombrées de fioles et de bocaux. Le lendemain matin, Holmes consulta les registres professionnels. Aldous Crane, lut-il à haute voix. Chimiste brillant, diplômé de Cambridge en 1872. Radié de l'ordre des pharmaciens en 1882 pour avoir mené des expérimentations non autorisées
sur des composés toxiques. Accusé d'avoir vendu des substances prohibées, mais jamais condamné faute de preuves suffisantes. Watson siffla doucement. Un homme dangereux, donc. Et un scientifique sans scrupules. Holmes se leva, arpentant la pièce. Le tableau se précise, Watson. Blackwood diagnostique des maladies mortelles. Crane, avec ses connaissances en chimie, pourrait fournir des substances accélérant ces pathologies de manière indétectable. Et Madame Ashford prédit le décès avec une précision calculée. Un triangle criminel parfait. Le médecin identifie les victimes, le chimiste fournit les moyens, la voyante crée l'alibi du surnaturel. Mais dans quel but? L'argent, toujours. Les patients terrifiés paient Madame Ashford pour ses consultations, puis Blackwood pour de supposés traitements. Et peut-être y a-t-il d'autres bénéfices que nous n'avons pas encore découverts. Des héritages, des assurances. Holmes saisit son chapeau. Il est temps de resserrer le piège. Cette nuit-là, Holmes demeura éveillé jusqu'à l'aube, fumant pipe sur pipe, les yeux fixés sur les flammes mourantes de la cheminée. Lorsque Watson descendit pour le petit déjeuner, il le trouva penché sur un ouvrage épais. Traité des poisons végétaux et minéraux du professeur Orfila. J'ai élaboré une théorie, Watson, annonça Holmes sans lever les yeux. Une théorie qui expliquerait tout. Watson s'installa, intrigué. Je vous écoute. Ces morts ne sont pas naturelles. Elles sont provoquées. Holmes referma le livre d'un geste sec. Crane n'est pas un simple intermédiaire. C'est le cerveau de l'opération. Avec ses connaissances en chimie, il aurait conçu des poisons à effet retardé, des substances qui provoqueraient des défaillances organiques progressives, mimant parfaitement des pathologies naturelles. Grand Dieu! Mais les autopsies n'ont rien révélé précisément parce que ces substances sont indétectables avec les méthodes conventionnelles. Imaginez un composé qui s'accumule lentement dans les tissus cardiaques, provoquant une nécrose progressive, ou une toxine hépatique à libération prolongée. Administrées en doses infiniment petites sur plusieurs mois, elles échapperaient à toute détection. Holmes se leva, gesticulant avec animation. Blackwood examinerait ses patients et, sous couvert de traitements préventifs ou de toniques, leur administrerait ces poisons. Injections, pilules, même des pommades pourraient servir de vecteurs. Les patients, confiants, accepteraient sans méfiance. Et Madame Ashford? Elle calculerait le moment exact du décès, en fonction de la dose et de la substance utilisée. Crane lui fournirait les données précises. Tel poison provoque la mort en 18 mois, tel autre en 2 ans. Une macabre équation mathématique. Elle prédirait alors la date avec cette précision stupéfiante, créant l'illusion de pouvoir surnaturel. Watson pâlit. C'est diabolique, mais comment le prouver? Holmes posa sur lui un regard grave. Il nous faut des preuves tangibles. Watson, je dois vous demander quelque chose de délicat. En tant que médecin, vous avez accès à certains milieux. Pourriez-vous, discrètement, obtenir des échantillons de tissu des victimes? Vous parlez d'exhumation? Pas officiellement. Quelques fragments suffiraient. Les familles conservent parfois des échantillons pour d'éventuelles analyses ultérieures. Durant la semaine suivante,
Watson usa de son réseau médical et de sa réputation pour collecter discrètement des échantillons. Holmes, de son côté, fit appel à un chimiste de sa connaissance, le docteur Mortimer, spécialiste en toxicologie analytique. Les résultats tombèrent le 8e jour. Holmes les lut, les relut, puis tendit la feuille à Watson, le visage impénétrable. « Négatif », murmura Watson, incrédule. « Aucune trace de poison connue. » Holmes demeura silencieux un long moment. « Alors nous nous trompons sur la méthode, » finit-il par dire, « mais pas sur la culpabilité. Il nous manque encore un élément crucial. » L'échec de l'analyse toxicologique troubla Holmes profondément. Pour la première fois depuis des années, il se trouvait face à une énigme dont les pièces refusaient de s'assembler. 3 jours durant, il resta enfermé dans son appartement, alternant périodes de réflexion intense et accès de violon mélancolique. Le 4e jour, il prit une décision. « Watson, je retourne chez Madame Ashford, cette fois sans déguisement. » Lorsqu'ils se présentèrent à Welbeck Street, la domestique les introduisit immédiatement, comme si leur venue était attendue. Madame Ashford les reçut dans son cabinet, debout près de la fenêtre. Son visage était pâle, ses traits tirés. « Monsieur Sherlock Holmes, » dit-elle sans préambule, « je me demandais combien de temps vous mettriez avant de revenir sous votre véritable identité. » Holmes dissimula sa sorpresa. « Vous saviez ? » ?»« Dès votre première visite. Votre déguisement était excellent, mais vos yeux vous trahissent toujours, monsieur Holmes. Ils observent, analysent, dissèquent. Aucun homme ordinaire ne regarde le monde ainsi. » Elle s'assit, ses mains tremblant légèrement. « Vous êtes venu m'accuser de meurtre, n'est-ce pas ? De complicité avec le docteur Blackwood et ce pharmacien de Whitechapel. Vous connaissez Aldous Crane ? » Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. « Je connais vos soupçons, monsieur Holmes, et je comprends votre logique. Mais vous vous trompez, complètement. » Elle se leva et se dirigea vers l'étagère, où Holmes avait remarqué les carnets numérotés. Elle en saisit un, puis un autre, et les posa devant lui. « Lisez, » ordonna-t-elle d'une voix tremblante. Holmes ouvrit le premier carnet. Page après page, des centaines de prédictions, méticuleusement datées et annotées. Des morts, des naissances, des accidents, des mariages. Certaines barrées, marquées « non réalisées ». D'autres soulignées « confirmées ». Le taux de réussite était vertigineux. « Mon arrière-grand-mère possédait ce don, » murmura Madame Ashford. « Ma grand-mère aussi. Puis ma mère. Et maintenant moi. Un héritage que je n'ai jamais demandé, que je ne comprends pas, et qui me terrifie chaque jour davantage. » Watson échangea un regard incrédule avec Holmes. « Vous n'attendez pas que je croie à... » »« Je ne vous demande pas de croire, monsieur Holmes. Je vous demande de chercher la vérité, la vraie vérité. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Car si mes prédictions se réalisent, ce n'est pas parce que je les provoque, c'est parce que je vois l'inéluctable, et cette malédiction me dévore vivante. » Elle marqua une pause, puis ajouta dans un souffle. « Je sais que vous ne mourrez pas dans 18 mois, monsieur Holmes. Cette prédiction était fausse, volontairement, pour vous attirer ici. »
Holmes quitta le salon de Madame Ashford, plus déterminé que jamais. « Watson, je ne crois pas aux dons surnaturels. Il y a forcément une explication rationnelle. » De retour à Baker Street, il examina minutieusement les carnets que Madame Ashford lui avait confiés. Une intuition soudaine le frappa. « Watson, regardez les dates des consultations, toutes précédées de quelques jours par une visite chez le docteur Blackwood. Vous pensez qu'elle reçoit des informations ? Précisément. Quelqu'un lui fournit des données médicales avant l'arrivée de ses clients. Elle croit posséder un don, mais elle est manipulée. Le lendemain soir, Holmes se présenta au cabinet de Blackwood sans rendez-vous. Le médecin, surpris, tenta de refuser l'entrevue, mais Holmes força le passage. Docteur Blackwood, cessons ce jeu. Je sais que vous transmettez des informations confidentielles sur vos patients. Le visage du médecin blêmit. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Aldous Crane, la pharmacie de Whitechapel, les messagers nocturnes. Dois-je continuer ? Blackwood s'effondra dans son fauteuil. Mon Dieu ! Comment avez-vous ? Il se prit la tête entre les mains. Ce n'était pas censé. Je ne savais pas ce qu'il en faisait. Expliquez-vous. Il y a 4 ans, Crane m'a approché avec une proposition. Il menait des recherches sur l'hérédité des maladies, des travaux révolutionnaires, sur ce qu'il appelait les marqueurs génétiques. Il prétendait pouvoir prédire l'évolution de certaines pathologies en analysant le sang, les tissus. Il me demandait simplement de lui fournir des échantillons de mes patients avec leurs antécédents médicaux détaillés. Holmes se pencha en avant. « Et vous avez accepté. Pour la science. Je croyais contribuer à une avancée majeure. Je prélevais du sang, des cheveux, parfois des fragments de tissu lors d'examens. Crane les analysait dans son laboratoire clandestin. Il m'envoyait ensuite des rapports précis. Tel patient développera une cirrhose dans 22 mois. Tel autre mourra d'une crise cardiaque dans 3 ans. Et ces rapports, vous les transmettiez à Madame Ashford. Non, jamais. Blackwood se leva, agité. Je ne la connaissais même pas. Je pensais que Crane utilisait ces informations pour ses recherches uniquement. Holmes réfléchit rapidement. Crane lui-même devait les transmettre. Il vous utilisait comme collecteur de données, manipulant Madame Ashford pour créer une façade mystique. Mais pourquoi ? Pour l'argent, murmura Watson. Les consultations de la voyante, puis vos traitements coûteux pour des patients terrifiés. Blackwood secoua la tête. Je n'ai jamais profité. Mes honoraires étaient normaux. Alors Crane avait un autre but. Holmes saisit son chapeau. Il est temps de confronter le véritable architecte de cette conspiration. La nuit était tombée sur Whitechapel lorsque Holmes, accompagné de Watson et de l'inspecteur Lestrade, fit irruption dans la pharmacie de Crane. Au sous-sol, ils découvrirent un laboratoire clandestin. Microscope, centaines de fioles étiquetées, carnets remplis de formules complexes, et surtout des dossiers détaillés sur chaque victime. Crane, acculé, tenta de fuir par une issue dérobée, mais Lestrade l'appréhenda. Face à l'évidence accablante, le chimiste finit par avouer, un sourire cynique aux lèvres. « Vous ne comprenez pas, Holmes.
j'ai découvert ce que la science mettra des décennies à reconnaître. L'hérédité des maladies est inscrite dans notre sang, dans nos tissus. Je pouvais prédire l'évolution de pathologies avec une précision stupéfiante. Et vous avez utilisé ce savoir pour du chantage, cracha Holmes avec mépris. Pour la fortune, oui. Crane ricana. Ces aristocrates venaient consulter la voyante, terrifiés par leurs prédictions. Je les approchai ensuite discrètement, leur révélant des secrets médicaux que même leurs propres médecins ignoraient. Prédispositions héréditaires honteuses, maladies transmissibles à leur descendance. Ils payaient grassement mon silence. Les morts étaient donc naturelles? Évidemment. Je n'ai tué personne. J'ai simplement prédit l'inévitable. La nature faisait le reste. Il marqua une pause. Madame Ashford était l'appât parfait. Une femme sincère, croyant réellement à son don. Elle ne savait rien de mon système. Je lui faisais parvenir anonymement les informations, et elle les interprétait comme des visions. Une victime consentante de sa propre crédulité. Crane fut arrêté, jugé pour extorsion et exercice illégal de la médecine. Madame Ashford, innocentée, ferma son salon. Elle vint remercier Holmes à Baker Street, les yeux embués. « Vous m'avez libéré d'un fardeau que je croyais surnaturel, monsieur Holmes. Mais dites-moi, ces prédictions qui se réalisaient, étaient-ce vraiment de la science ?» Holmes la regarda longuement. La frontière entre science et mysticisme est parfois plus ténue qu'on ne le croit, madame. Crane utilisait des connaissances que notre époque peine encore à comprendre. Dans un siècle, peut-être, ce qu'il faisait sera considéré comme banal. Après son départ, Watson, installé à son bureau, trempa sa plume dans l'encrier. « Cette affaire mérite d'être consignée, Holmes, l'une des plus troublantes que nous ayons menées. » « En effet, Watson. » Holmes ralluma sa pipe, le regard perdu dans les flammes. « Elle nous enseigne que la connaissance sans éthique devient une arme redoutable, et que parfois la vérité est plus étrange que le surnaturel lui-même. » Watson écrivit les derniers mots de son récit, tandis que minuit sonnait à l'horloge de Baker Street, concluant ainsi l'affaire de la voyante fatale.